Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Setikos. Bienvenue à Kronstadt, le nouveau port, puisque nous sommes fin avril 2018 et que ce port vient d'être implémenté dans le client du jeu, port de Kronstadt. Je rappelle que Kronstadt est une petite île au large de Saint-Pétersbourg et c'est une île fortifiée, on voit ici les fortins. Alors, avant de passer en bataille, nous allons voir une bataille de cuirassés anglais. J'ai eu envie de vous raconter un petit point d'histoire. Et on va parler du concept du Dreadnought. Alors, d'abord, commençons avec les origines. Il y a une date très précise qui est importante quand on parle de Dreadnought. Cette date, c'est une bataille. La bataille de Tsushima en 1905. De quoi s'agit-il exactement? La bataille de Tsushima opposera en 1905 la flotte japonaise à la flotte russe. En soi, ça peut vous paraître anodin, c'est important, mais ça peut vous paraître, bon, pourquoi pas, une bataille entre une flotte japonaise et une flotte russe. Mais cette bataille va être d'une importance considérable et peut-être une des batailles les plus importantes de l'histoire de l'humanité. À cause des conséquences que ça va générer à travers le monde et à travers un certain nombre de choses. De quoi s'agit-il exactement? La flotte japonaise et la flotte russe s'affrontent et les Japonais s'imposent assez sèchement contre la flotte russe. Les conséquences sont incommensurables. Pourquoi? La flotte russe était considérée, et la Russie était considérée comme une puissance industrielle majeure, avec une puissance maritime, militaire, grande, on ne va pas dire majeure, mais parmi les plus grandes, elle était l'héritière des grandes puissances occidentales, type Angleterre, France, Allemagne, voire États-Unis. En face d'elle, elle avait la flotte japonaise, qui était considérée, il faut bien voir comment était considéré en 1905 le Japon, c'était considéré comme une puissance mineure, voire sous-développée. Et la bataille de Tsushima, avec la victoire des Japonais, et une victoire encore une fois assez écrasante, va retentir comme la victoire d'une puissance sous-développée sur une puissance majeure. Et ça va bouleverser un certain nombre de concepts des gens de l'époque. C'est-à-dire que les gens, entre guillemets, sous-développés, sont capables de battre des gens, entre guillemets, civilisés, développés. C'est infiniment important parce que les conséquences, on peut en égrener quelques-unes. D'abord, par rapport à la Russie, le désastre était tellement important que la Russie va mettre 30 ans à reconstruire véritablement une flotte digne de ce nom. Elle va peu à peu reconstruire, mais cette flotte, mais rien qu'en, par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, elle aura des forces absolument dérisoires. À partir de la fin de la Première Guerre mondiale, la révolution bolchevique ayant eu lieu, étant aussi passé par là, les Russes vont commencer à reconstruire péniblement quelques croiseurs, quelques contre-torpilleurs, mais la puissance de feu des Russes a totalement disparu et ils recommenceront petit à petit à reconstruire des cuirassés de type le Gangout par exemple, que je vais vous montrer s'il apparaît là, voilà. Le Gangout qui deviendra l'Oktovskaya Revoltsir, mais qui est un navire issu en quelque sorte de cette époque, puisqu'il a été construit en 1911, donc 5 ans après Tsushima. Et ça, pour la Russie, ce fut un désastre absolu. A l'inverse, les Japonais deviennent une nation majeure du monde maritime militaire. Ce qui veut dire qu'ils vont travailler ils sont pris au sérieux, donc ils vont travailler avec des ingénieurs navals anglais, américains, etc., etc. Et ils vont commencer à dicter aussi, on va s'occuper de leur choix militaire, ils deviennent une puissance importante. Ça, ce sont on va dire, les premières conséquences de cette bataille de Tsushima. La deuxième conséquence, c'est qu'il faut bien penser une chose, la bataille de Tsushima, c'est ça, s'est passé entre la Corée et le Japon, dans le détroit entre la Corée et le Japon, ça s'appelle le détroit de Tsushima. Qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là? Il s'était passé tout simplement que les Russes avaient appliqué une tactique
traditionnelle, ligne de bataille, et la volonté de tirer à longue distance comme c'était prévu à l'époque. Les Japonais avaient répliqué par des tirs à cadence extrêmement rapide et s'étaient approchés extrêmement près, ce qui fait qu'ils étaient passés sous les cloches des cuirassés et ils avaient pris très peu de dégâts, alors que eux, avec leurs tirs à cadence rapide, avaient effectivement débité littéralement les coques des navires russes. Dès lors, les différentes nations vont commencer à réfléchir à différents concepts pour contrer ce type de tactique. Et ils vont commencer à regarder le schéma usuel qui était celui de leur cuirassé. Quel était ce schéma usuel? Le schéma usuel, c'était 4 canons de 305, pas beaucoup plus, 6 à 8 canons de 190 mm ou parfois 6 à 8 canons de 203 mm. On avait donc, comme vous pouvez le constater, une grande variété de canons sur des navires assez lents, assez lourds et moyennement protégés. À partir de 1905, plusieurs nations vont se mettre à réfléchir sur un nouveau concept. Et il se trouve que, bizarrement, alors est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que c'est le résultat d'espionnage, de contre-espionnage, etc. 3 nations vont à peu près à la même époque, aux alentours des 1906, réfléchir à strictement le même projet, chacune de leur côté. Chronologiquement, à quelques mois près, chronologiquement, ce sont les Américains les premiers qui vont réfléchir à ce concept, puis les Japonais et les Anglais. Quel est ce concept? Ils veulent créer un navire capable d'avoir un maximum de canons du même calibre. Donc le but du jeu va être d'avoir 6 à 8 canons du même calibre, le plus gros possible, et quelques canons de calibre inférieur, mais qui serviront plutôt en calibre secondaire à courte distance. Plus évidemment, le concept de moteur à turbine, moteur à mazout, ce qui est une grande nouveauté à l'époque. N'oublions pas qu'on est en 1905, on est à la sortie des canons, des navires qui marchaient à la vapeur, etc. Il y a toute une révolution à faire. Donc les Américains, les premiers, travaillent et planchent sur les plans d'un cuirassé qu'ils vont appeler l'USS Michigan. Les Japonais, tant qu'à eux, vont travailler sur un navire appelé le Satsuma. Le principe pour les Japonais, c'est 2 canons de 305, 6 canons de 254. Et c'est un navire qui pouvait développer grosso modo 18 nœuds. Là, on est presque encore dans l'ancien schéma, mais on sent déjà la volonté d'un navire extrêmement blindé, assez rapide, et qui où on réduit la variété des types de canons. Les Anglais, quant à eux, vont construire un schéma pareil, un schéma avec le même principe que les Américains, c'est-à-dire 6 à 8 canons de 305 mm, très blindés et avec un principe de moteur à mazout. C'est le Dreadnought. Et le Dreadnought, qui signifie et qui vient d'une abréviation, d'une expression anglaise, which dreads no, qui ne craint personne, qui ne redoute personne, ce Dreadnought va sortir et va être d'abord un navire construit, mais il va aussi donner son nom à un concept. Le concept, comme vous avez du cuirassé que vous avez sous les yeux, le concept du, comment dirais-je, des tourelles. Alors évidemment, là on est sur l'Orion, qui est un navire, je vais peut-être aller vous regarder si j'ai le tier 3, parce qu'il n'y a quand même pas de raison que je ne vous montre pas les premiers Dreadnought. Ils étaient plutôt comme ça, voilà, avec des canons sur les côtés, vous voyez, on pouvait tirer, voilà, voilà, là on est plus dans l'esprit du Dreadnought. Le Dreadnought donc va donner son nom à la fois à une classe de navire, mais aussi à un concept, et tous les navires en quelque sorte construits sur ce schéma deviendront des Dreadnought-like en quelque sorte, chacun ayant le sien. Les Anglais en quelques années, n'oublions pas que là on est sur le bellérophone,
Le Bellérophon, je vais regarder, voilà, 1909. Donc il est sorti pratiquement juste après le Dreadnought. Le Dreadnought est sorti en 1906-1907, le Bellérophon est sorti 2 ans après. Et déjà, on a un navire très élaboré. L'Orion, qui est sorti un tout petit peu plus tard, est sorti en 1912, de mémoire, voilà. Et si on va chercher le Queen Elizabeth, qui est largement plus élaboré, sorti qu'en 1915, c'est-à-dire à peine 10 ans, 9 ans après Tsushima. Vous voyez que la technologie, la volonté d'améliorer a été grandement, grandement améliorée. Je vais revenir sur l'art technologique et vous montrer à quoi ressemblait le Michigan américain. Parce que ça c'est intéressant, j'aurais aimé forcément la photo, mais le Michigan est tout simplement le sister ship du South Carolina. Le South Carolina que vous obtenez lorsque vous commencez des cuirassés dans le jeu. Voilà le premier cuirassé américain. C'est le tier 3 du jeu, c'est le Dreadnought américain. Il était le sister ship, et c'est lui qui a donné, le South Carolina qui a donné son nom à la classe, mais le Michigan était le premier, les premiers plans, chronologiquement, étaient ceux du Michigan. Voilà pour l'histoire du Dreadnought, grosso modo, mais pour vous donner une idée, quand on parle de Dreadnought, maintenant vous savez à quoi ça correspond, et d'où, en quelque sorte, ça a pris racine. Alors, nous allons maintenant passer en bataille. Alors j'aurais pu prendre et essayer de voir si je pouvais pas avoir une bataille avec le Bellérophon ou l'Orion, mais j'ai choisi, pour vous donner une idée d'une bataille de cuirassés, j'ai voulu quelque chose qui soit un petit peu plus élaboré et un petit peu plus fumé, on va dire. J'ai donc choisi une bataille que Paulon m'a fournie avec son Nelson, qui est un Dreadnought, mais un Dreadnought beaucoup plus élaboré. Il date de 1927, donc on commence à être à plus de 20 ans après Tsushima, mais on reste malgré tout dans ce principe d'une majeure partie de canons du même calibre, un gros blindage, une vitesse relativement moyenne, modeste, mais le Dreadnought, là on va avoir donc une bataille en, comment dirais-je, en Nelson, qui me paraît suffisamment intéressante pour être mise. J'espère que vous y prendrez du plaisir. A tout de suite en bataille. Et c'est parti. Alors, nous sommes avec Paulon. Il est à bord de son cuirassé anglais premium de tier 7, le Nelson. Navire très atypique. Il est en division avec Black Hawks, qui est sur son Nagato. Et nous sommes sur la carte de frères en capture de base. Quand je dis que c'est un navire atypique, le Nelson, ça se comprend assez aisément, parce que c'est un navire qui s'inspire un peu, qui s'inspire même franchement de l'Izumo, c'est-à-dire que c'est un navire qui répond à la philosophie du tout à l'avant. Vous voyez qu'il a, il possède effectivement 3 tourelles triples, mais toutes sont à l'avant, les secondaires étant braquées vers l'arrière. Donc c'est un navire qui doit en permanence montrer son étrave à l'ennemi. Mais il a deuxième particularité, comme vous pouvez le constater, la tourelle, vous avez les 3 tourelles, alpha, allez de droite à gauche, alpha, bêta, delta. La tourelle delta, c'est-à-dire la 3e, celle qui est la plus proche du poste de commandement, est beaucoup plus basse, ce qui fait qu'il est assez aisé de deviner que quand il est totalement de face, ce navire ne va tirer avec ses 3 tourelles, mais il ne tire qu'avec 2, ce qui fait quand même un gros tiers de sa puissance de feu qui est ni plus dans le coup. Donc il faut effectivement jouer ce navire autant que possible, soit en mouvement, soit d'une manière anglais. En mouvement, ça reste compliqué parce que c'est un navire, vous voyez, qui ne dépasse pas les 23-24 nœuds. Donc il vous est très difficile de dodger, très difficile de louvoyer. Donc c'est un navire de position plutôt, comme l'Izumo, ou comme le Dunkerque, même si le Dunkerque est affublé d'une excellente pointe de vitesse. C'est un navire de Nelson est un navire qui est véritablement un navire de situation, un navire de position, qui tient une position et il s'en... Et enfin, voilà, vous jouez en mode Gandalf avec, c'est pas difficile.
Donc, on va commenter maintenant la partie de Polon elle-même. Pour l'instant, comme vous pouvez le constater, on voit des tirs d'ennemis, d'arrivée de tirs ennemis. Mais comme malheureusement pour eux, pour Polon, les destroyers ont décidé de jouer tout du même côté. En fait, tout du même côté. Il y en a un qui est parti d'un côté, mais le Mutsuki est AFK. Donc, et c'est dommage, parce que le Mutsuki, en plus, est très furtif. Mais ils ne peuvent plus bénéficier d'aucun spot passif, et ils ne peuvent pas distinguer l'ennemi. Donc, on voit clairement qu'il y a des tirs, vous voyez, au loin. Mais, et probablement même sur des navires qui ont été spotés, parce que Miyoko, il se fait viser, très nettement. Non, c'est tir à l'aveugle, c'est même pas sur le Miyoko. Donc Polon se précipite vers les îles, visiblement son intention est d'aller se positionner là-bas, pour prendre de flanc les adversaires, profiter effectivement d'une position. Alors ce qui est intéressant, c'est que le Nelson est spoté à 12 km 8. Voilà, il est repéré. Donc effectivement là, il va être vu. Comme vous voyez, il change de cap, de manière à ne plus être totalement de flanc. Pour obliger l'adversaire à changer sa... Comment dirais-je, à rater sa première salle. Il attend... Oui, c'est très ennuyeux pour lui, mais bon, il va falloir qu'il louvoie, et en plus le pire, c'est qu'un Podolski de la tournée tente de le prendre de vitesse. Alors curiosité, il n'a pas tiré sur Cleveland qui était broadside, mais sur le Podolski, et il lui a fait une sacrée châtaigne, 4800 d'entrée de jeu. En plus, le Podolski s'est fait tirer dessus par quelqu'un d'autre. C'est un enseigne qui lui reste plus qu'un tiers de sa vie. Le Colorado, visiblement, qui a tiré. Donc, ça dit une salle du Cleveland, ça va la hache. Alors, là, là, il est en train de se faire dépasser par... ça va tout l'air effectivement d'être un Cleveland qui essaie de le tourner. Alors, le Cleveland aurait été bien inspiré de chasser le Podolski, mais... Oh, joli! Oh, joli! Il a sorti le Podolski au canon. Ça, c'est pas banal, sortir un destroyer. Et maintenant, il va se retrouver face à un Cleveland, deux Cleveland et un Colorado. Alors, je suppose qu'il va se mettre sur... voyez, on va lui redonner à main, de manière à voir sa visée. Effectivement, là, il a deux tourelles qui fonctionnent. Il est à la paix. Et là, voilà la troisième tourelle, la tourelle Delta. Et là, il est déjà bien. Il y a encore un 2400. Là, de Nelson, déjà, maximise sa puissance de feu. Et là, il va avoir les trois tourelles opérationnelles. Et puis, on va arrêter d'opérer de se taire. Là. Il va se bitcher en plus, voilà. Ça ressemble fort à un deuxième kill. Hein. Raté. Et 10 000. Et là, il ne reste plus que 5 000 au Cleveland. Aïe, 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 raté. Bon, et bien, le Cleveland a sorti d'autres, le Cleveland rouge. Il est déjà 42 000 de dégâts. Voilà une partie qui démarre bien. Le Cleveland qui fait n'importe quoi. Se mettre à l'arrêt comme ça. Il se croit pas vu. Comme c'est étonnant. Mais attention. Un petit 6 000 de plus. Par contre, le Nelson a une propension à prendre des incendies qui est assez phénoménale. Comme là, comme je vous l'ai dit, 2 incendies. Et déjà, regardez la vie qu'il a repris. Impressionnant. Donc le York, lui, il tire par-dessus la montagne.
tout comme tout bon un navire allemand, c'est d'excellents HE, mais avec un reload un petit peu lent. Je pense que Polon veut effectivement se défaire du Cleveland qui est de flanc. Là, il est plus spoté, donc effectivement, il profite, parce que c'était le Cleveland qui le spotait, tout simplement. Donc le York ne peut plus tirer dessus. Et il le contourne. Et il est en train de faire tout le tour. C'est une position assez compliquée. Mais il va pas tarder à voir le York. Voilà, là... Ah, c'est le Colorado, ok. Non, il y a la montagne, il y a pas la montagne, mon cher Apollon. Il y a la montagne. Il y a la montagne. Voilà, il n'y a plus la montagne. Il n'y a que 2 tourelles opérationnelles. Et un petit 3009. Colorado aura beaucoup de mal à se débarrasser du Nelson de cette manière. Il est trop lent. Ceci dit, le Nelson aussi est lent. Mais je suis étonné par la précision du Cleveland sur cette partie. Habituellement, le Cleveland est plus trop lesque. Mais Polon il s'en sert parfaitement bien des circonstances qui le servent. Tant mieux pour lui, parce que c'est pas évident du tout. Et allez, encore un. Il est à 64 000 de dégâts. Il a presque réussi le fameux tiers x 10 000 qui est une sorte de référence pour les cuirassés, voire les croiseurs en termes de dégâts. Et à partir de ce moment-là, quand il aura réussi, il se sera tout... Après, ce sera un peu du bonus pour lui. Un tir où il compense effectivement l'angle de fuite du Colorado. C'est un joli tir, ça. En 2007. Un seul coup au but, finalement. Pendant ce temps, sur l'aile, on s'aperçoit que le flanc droit a s'est complètement effondré. Ou du moins reculé. Et ils sont en position de tenir. Finalement, c'est le flanc de Polon. 3 navires qui sont en train de pousser, qui sont la force de frappe de l'équipe. C'est assez étonnant. Seulement 3 navires. 3005 à l'arrière. Le Colorado est en train de prendre très cher. Et au milieu, il y a un York. Ah ben ça y est. Le York a coulé le Myoko. Donc résultat, il y a un York qui est dans la passe des DD. Et allez donc, un petit 7000 de l'arrière. Colorado se fait débiter en étant complètement à la... Et 9000. Je suis vraiment impressionné par la puissance de feu du Cleveland à la paix. D'ailleurs, ceci dit, c'est un Anglais et... C'est un Anglais et... Polon le joue à la paix, exclusivement. Il ne joue pas du tout à la HE. Waouh, 3009. Alors j'espère qu'on va lui laisser ce kill, parce qu'il a quand même débité consciencieusement le Colorado. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'obus qui sont passés. On a essayé de piquer quand même. Hein. Voilà, bien. Et avec Black Hawks, visiblement, ils se concertent pour venir protéger la base. Effectivement, il y a un York qui est sur le point de rentrer dans la base. Ouais, torpille. Alors, le fusil 14 de se mettre comme ça de flanc. Il n'a pas idée de ce qu'il risque de prendre dans la tête. Voilà, ce qu'il a pris dans la tête. Quasiment 104 dégâts et voilà, citadelle, 108 000 de dégâts. Oh la vache. Parti.
Et à Kamikaze Air, c'est qui lui rend ses torpilles. Pas facile. Ah, Nagato, la Cooks qui enlève le... C'était un joli tir, pourtant il semblait bien parti. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Les torpilles qui font sur le Nelson. Et il a raté son tir. Ah, Black Hawk s'est fait dépoper là d'un coup par le Kamikaze Air. Alors ça c'est un coup dur pour Polon parce qu'il avait besoin de ce support. Nagato est un excellent sniper et en plus Black Hawk semble l'avoir bien en main maintenant et il fait d'assez bonnes parties avec. Et allez, 5000 de plus sur Activeland. Et encore un petit 1900. Faut vraiment qu'ils se tiennent, sur tes gardes parce que le Kamikaze Air va le... La partie semble très très mal engagée. Ils ont 2 frags de retard. C'est beaucoup quand même, c'est vraiment beaucoup. Il n'a pas réussi à le choper. Et ben voilà, 2 frags de retard ont été égalisés. Ils sont à... Ah non, 6-5. Il y a encore une légère avance pour les rouges. Mais il n'y a plus personne. Alors là, Polon est très embêté parce que normalement, il n'y a plus personne sur ce flanc. Il n'y a plus personne, sauf le Kamikaze Air qui peut faire très mal au Nelson. Qui est très furtif, c'est un Kamikaze, rappelons-le. Donc le Nelson est embêté parce qu'il peut compter sur aucune aide. Chacun, à ce moment de la partie, joue un petit peu sa partition. Qu'est-ce qu'elle disait? Oh, le chance, oh la chance. Bon, enfin, bon, 2 torpilles n'auraient pas sorti, mais cet angle de fuite lui a quasiment sauvé la vie. Par contre, l'équipe verte est très très mal en point. Là. Ils sont plus que 4-6. Il est en train d'expliquer qu'il y a le destroyer de ce côté-là. Le Leander a dit « Ok, j'ai entendu ». Est-ce que le Leander va partir à la chasse au destroyer? Ils ont encore une petite chance, microscopique, de s'imposer. Mais c'est quand même très très mal parti. Voilà, il sait que le destroyer est là. Voilà, en plus, il y a le Furutaka qui apparaît. Ah bah il doute de rien, le Furutaka. Il lui reste 1700 points de vie. Il s'attaque à Nelson. Bon, il n'est pas obligé de savoir qu'à ce moment-là de la partie, que Polon est en état de grâce avec son Nelson, mais je pense que le Furutaka va se... On va assister à un petit tour de magie. Voilà. 3. Il reste plus que un tout petit hit d'avance, navire d'avance pour les rouges, mais ils sont en position de force. Mais, ceci dit, en position de force, je suis pas certain. Les verts ont réussi à se regrouper. Le Nelson est revenu dans sa base. Il n'est pas si mal placé que ça. Le souci, c'est bien sûr le Kamikaze Air qui peut torpiller, mais le Leander a l'excellente idée de partir en chasse. Regardez, la salle de vue comme elle est groupée. Wow. Oh, c'est génial. Pendant ce temps, il y a rien là, comment dirais-je, le Koenig Rose qui n'arrête pas d'insulter tout le monde. Il n'arrête pas d'insulter tout le monde depuis qu'il... Bon, il est mort, vous le direz, il vient de se faire tuer, hein, mais c'est juste infernal. Alors, Polon, voilà, Kraken.
Et ben, la partie est finie, hein, et elle a basculé d'un coup. Elle a basculé d'un coup, et c'est pas dû spécialement à la puissance d'un Nelson, qui est un bon navire, mais qui n'est pas un navire exceptionnel, mais bien à la science de Polon d'avoir su se servir de Nelson de la meilleure manière qu'il soit. Regardez comme il va débiter le champ nord. Ceci dit, attention, le champ nord ça des torpilles, Polon le sait, hein, il possède le champ nord. Il connaît les... Et regardez comme il entre de son Nelson, il va essayer de maximiser, de tirer avec deux tourelles. Il va essayer de sortir le Nelson en deux tourelles. Voilà, gros calibre. Et il recharge et il récupère un gros tiers de sa vie. Voilà les torpilles du Shordor. Et on a vu un... Comment dirais-je, un énorme Kraken plus 1. Il reste une minute. Est-ce qu'il aura en une minute le temps de sortir l'Orion, faire un Kraken plus 2? C'est un joli challenge. Où est-ce qu'on va lui piquer? Et tout ça en préservant considérablement son navire. 2000, l'Orion qui brûle, mais il va se faire piquer. Il y a 3 incendies, il va se faire piquer, voilà. Un Kraken plus 1, bravo, Apollon. Retour sur la Nelson, que voilà au port. Un pont en bois, qui explique pourquoi il prend autant d'incendies. Donc, dans les écrans de la bataille. Alors, c'est une victoire. Ouais, vous avez vu les achievements, je ne vais pas vous le répéter. Il y a Kraken, il y a Frappe des Vastes, il y a Inifugé, il y a Gros Calibre, il me semble, bien sûr Kraken et Soutien. 5819 points d'XP, 1164 d'XP libre, 154 000 de dégâts, c'est énorme. N'oublions pas que c'est un tiers 7, fait qu'il a fait 2 fois son tiers fois 10 000. Donc il y a Godin qu'il a fait tiers fois 20 000, ce qui est juste énorme. 2 citadelles, 81 coups au but. La précision du Nelson laisse un peu à désirer, mais là, franchement, Polon a été bien aidé par une bonne des tirs qui étaient extrêmement groupés, c'était très agréable à voir. Donc il finit premier avec 2300 points d'XP de base. Le Leander est à plus de 1000 points d'XP de base derrière. C'est juste énorme. On regarde les dégâts qu'il a pu faire, 43 900, 44 000 sur le Colorado, 15 000 sur un Cleveland, le Charnors 10 000, le Podvoisky il a sorti avec 8 000, le Kamikaze 6 500, le Furutaka 1700, le Cleveland 33 000, Fiji 19 000, l'Orion 15 000, il a tanké pour 1,2 million. En prime, c'est lui qui a fait la détection. Il y a eu 22 222 de dégâts grâce à sa détection. Pas tiré un seul coup à la HE. Hein, tous les joueurs de cuirassés anglais qui jouent à la full HE, ben, prenez des leçons. 154 000 de dégâts rien qu'à la batterie. Pratiquement pas eu de tir à la secondaire. Ensuite, ben, il a parcouru 56 km 71. C'est considérable. 6 kills, je vous dis, c'est juste énorme. Et il n'est pas premium. N'oublions pas qu'il n'est pas premium. Voilà, pour les écrans du Nelson, qui d'une certaine manière, qui est
c'est une partie qui est capable de réconcilier pas mal de joueurs avec un navire qui est à l'arrivée assez décevant quand on ne sait pas le jouer. L'Apollon a su parfaitement s'en servir. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que l'historique du Dreadnought vous aura intéressé. N'hésitez pas à me le faire savoir d'abord. Et ensuite, n'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas à laisser aussi des commentaires, à me proposer des sujets. Si je peux les traiter, il n'y aura aucun problème, ça ne me pose aucun problème, au contraire. Plus on participe, plus on fait vivre cette chaîne avec des idées nouvelles, mieux c'est. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. A très bientôt, si vous le voulez bien.